en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale à la députée de Melle-Île. Merci, Madame la Présidente. Alors, plus d'une semaine ne se passe sans qu'on ait des révélations choc dans le dossier Nordvolt. Cette fois, Madame la Présidente, on constate à quel point le ministre de l'Environnement était prêt à tout pour faire passer le projet. Je vous lis quelques extraits relatés par un article de Thomas Gervais ce matin. Tous des commentaires qui viennent d'employés du ministère de l'Environnement eux-mêmes. Je les cite. On essaie à tout prix de rendre le projet acceptable alors qu'il ne l'est pas. Un autre a dit « ce n'est pas transparent et c'est un peu croche ». Puis, il faut tout faire pour que le ministère ne paraisse pas mal. Fin de la citation. Clairement, il m'apparaît aujourd'hui que le ministre a tourné les coins ronds et il a failli à sa fonction dont la principale mission est supposée être la protection de l'environnement. Alors, ma question est toute simple, Madame la Présidente. Est-ce que le ministre de l'Environnement se cherchait un emploi comme ministre de l'Économie? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, comme on sait tous, le processus est en cours devant les tribunaux actuellement. Il est judiciarisé, alors je vais être très prudente dans mes commentaires et dans ma réponse, mais je veux néanmoins souligner le fait que le Québec a agi de manière responsable pour attirer Nordvolt dans le cadre de la filière batterie, un projet de grand impact pour le Québec, et qu'on a les lois environnementales parmi les plus rigoureuses sur la planète. Et ces lois-là s'appliquent à Nordvolt, tout comme à l'ensemble des acteurs de la filière batterie. Il faut voir qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois à peine, on n'avait pas de cadre réglementaire pour les entreprises œuvrant en matière de batterie verte. Alors, ce cadre-là, on l'a élaboré au cours des derniers mois et il s'applique à l'ensemble des acteurs de la filière batterie, bien sûr, incluant Nordvolt. Alors, c'est un projet qui va respecter les lois et pour lequel on s'est doté maintenant d'un nouveau cadre réglementaire. Et il faut voir que Nordvolt a de son côté aussi mis de l'avant plusieurs engagements en matière environnementale. Notamment, elle s'est engagée à protéger l'habitat du petit blongiot, qui est une espèce à risque. Donc, c'est une des actions qu'elle va poser. Je pourrais revenir. Première complémentaire. Madame la Présidente, les nouvelles preuves démontrent que ce n'est pas une ni deux, mais bien 3 règles qui ont été modifiées pour accommoder Nordvolt et lui éviter un BAP. Comme l'a dit un fonctionnaire, il fallait détourner la tête. Madame la Présidente, le ministre, peut-être la ministre de l'Économie, mais le ministre de l'Environnement peut-il enfin avouer ce que tout le monde maintenant sait, là, c'est que les nouvelles règles, elles étaient purement une commande politique? La réponse du ministre de la Pêcherie et de l'Alimentation. Oui, Madame la Présidente, bien, écoutez, en rappel de ce que ma collègue vient de mentionner, le Québec dispose des réglementations parmi les plus sévères en Amérique du Nord en matière d'environnement. Puis ce qui est important, c'est que le projet de Nordvolt, Madame la Présidente, va se décliner en plusieurs volets, en plusieurs étapes. Et pour chacune des étapes, l'entreprise devra fournir documents, analyses, données, et sur la base de ces analyses-là, de ces données-là, le ministère de l'Environnement, à travers la loupe des mesures les plus strictes en Amérique du Nord, va faire l'analyse de chacune des étapes. Et pour qu'une étape puisse aller à la suite d'une autre étape, Madame la Présidente, ils vont devoir se conformer à ces normes qui sont les plus strictes en Amérique du Nord. Merci, Madame la Présidente. Non. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la première étape, c'est de respecter les règles. La deuxième, ça aurait été un BAP. Et d'ailleurs, on apprend ce matin que le ministère a lui-même envisagé un BAP accéléré de 11 mois, comme nous, on le demandait. Et on peut même constater qu'il aurait été terminé au moment où on se parle. Alors, pourquoi le ministre a décidé de se tirer dans le pied quand on sait que l'acceptabilité sociale aurait été vraiment améliorée avec un BAP? Pourquoi on s'est tiré dans le pied, Madame la Présidente? La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Bon, Madame la Présidente, on a un projet. On a des règles en vertu desquelles on va analyser ce projet-là. Ces règles-là sont parmi les plus sévères en Amérique du Nord. On prend ce projet-là, on le décline en plusieurs étapes. Pour chacune des étapes, l'entreprise devra fournir données, analyses, documentation qui vont être analysées en vertu de ces critères qui sont parmi les plus sévères en Amérique du Nord. Et pour qu'une étape puisse suivre une première étape, elle devra rencontrer
Toutes ces règles-là sont parmi les plus sévères en Amérique du Nord, comme les autres entreprises au Québec sont assujetties aux règles environnementales du Québec, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé. Madame la Présidente, avril 2023, la ministre de l'Enseignement supérieur, elle disait ceci mot pour mot. Quand les jeunes arrivent en fin de parcours, à des stages 4 qu'on appelle, et travaillent dans le réseau 30 à 40 heures semaine, ils méritent d'avoir une rémunération. Les étudiants, ils étaient enthousiastes. Ils se sont dit, on a enfin de l'écoute. La CAQ a même appuyé plusieurs motions en faveur de la rémunération des stages dans le secteur public depuis. Ça s'en venait. Puis, au budget, j'ai questionné la ministre. Elle est revenue sur sa parole. Les jeunes viennent de vivre une autre rentrée collégiale et universitaire sans rémunération des stages dans le secteur public. Surprise, la semaine dernière, le ministre de l'Éducation, il a ouvert la porte 1 an et demi après sa collègue. Il nous a appris que lui aussi, il trouve que les stagiaires en enseignement, ils méritent d'être payés. Madame la Présidente, les étudiants, ils ne veulent pas rejouer dans le même film. La rémunération des stages, c'est pour quand? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour cette question. Alors, effectivement, on avait l'intention de rémunérer les stages et moi-même, personnellement, je m'étais assise avec les étudiants, les assos étudiantes pour faire cette démarche-là. On avait travaillé au ministère de l'Enseignement supérieur sur cette démarche de rémunération des stages. Et j'avais dit à l'époque qu'il y avait des choix à faire, des choix difficiles mais nécessaires. Il y avait la rémunération des stages et il y avait également le logement étudiant. On est en crise du logement. Le logement étudiant était une revendication primordiale de la part des étudiants et on avait fait ces choix-là. On a investi justement dans le logement étudiant au cours de la dernière année, 200 millions au PQI, pour être capable de faire accélérer les projets de logement étudiant. Alors, c'est ce que j'avais dit l'année dernière. Encore une fois, on n'exclut rien. On regarde toutes les possibilités. Mon collègue l'a dit la semaine dernière, pour renverser ces tendances-là, surtout dans le stage 4 chez les profs. On doit renverser une tendance. On est en train de regarder, on explore certaines avenues. Mais ceci dit, il y a plusieurs mesures qui ont été mises de l'avant au cours des dernières années, non seulement pour soutenir les étudiants partout dans plusieurs programmes prioritaires, mais aussi on regarde les solutions qu'on peut faire que ce soit en santé, que ce soit en éducation. Première complémentaire. Madame la Présidente, ça fait 1 an et demi que je mène ce dossier. Ça fait 1 an et demi que la CAQ promet la rémunération des stages. Chose promise, chose due. Ce matin, à l'Agacé, le ministre de l'Éducation, il a répété 1000 fois, on y travaille. Il vient de découvrir que ça permettrait d'attirer des candidatures au bac en enseignement. Les jeunes, ils sont tannés de se faire dire que ça pourrait être une bonne idée. Ils le savent. Quand est-ce que la CAQ va les payer pour leur travail? Monsieur le leader, je vous entends un petit peu trop. La réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, ce que j'ai dit ce matin à l'émission de Patrick Lagacé, c'est qu'il y a différentes formules qu'on regarde. Il y en a une de ces formules qui est déjà en train de se mettre en place. C'est le 3+1. L'Université de Sherbrooke le fait, l'Université Laval le fait, l'UQTR le fait. Alors, ça consiste à quoi? Bien, ça consiste à concentrer l'enseignement théorique en enseignement, donc, pour devenir prof, sur les 3 premières années, et la 4e année devient un stage en emploi. Donc, l'étudiante qui étudie pour devenir enseignante se retrouve dans une classe avec sa classe, ça devient son stage de 4e année, et elle reçoit pour ce faire un plein salaire. C'est une très bonne formule. J'invite les autres facultés d'éducation à l'adopter. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, pendant que la CAQ tourne en rond puis se dit « Ah, bien, ce serait une bonne formule, ce serait une bonne formule », il y a des jeunes, particulièrement des jeunes femmes, qui en ce moment, elles travaillent dans le secteur public puis elles ne sont pas payées. Elles sont des futures enseignantes, oui, mais des futures infirmières, des futures infirmières praticiennes spécialisées, des futures travailleuses sociales. Elles offrent des services publics tout en vivant dans la précarité. En pleine pénurie de personnel, c'est un non-sens. Quand est-ce qu'elles vont être payées pour leur travail? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je pense que c'est important de rappeler à tout le monde les mesures qui ont été mises de l'avant. Non seulement, d'abord, il y a un programme de Bourse Perspective Québec qui
qui vient soutenir nos étudiants, que ce soit dans tous les domaines prioritaires, santé et éducation, jusqu'à 20 000 de soutien financier. Et comme je l'ai dit, on a fait des choix. Non seulement on a investi dans le logement, mais on a investi aussi dans le soutien aux étudiants, mais aussi dans les conventions collectives, meilleures conditions de travail, meilleurs salaires. Les jeunes qui vont sortir vont être capables d'avoir de meilleurs salaires que ce qu'il y avait avant. En 2018, juste pour vous donner un exemple qui est important, une étudiante en enseignement terminait son bac avec 3 900 $ en bourse. Là, elle termine avec 20 000 $ dans ses poches grâce à la bourse Perspective Québec. Et on continue. Il y a plusieurs mesures qui donnent des résultats sur le terrain, Madame la Présidente. Et oui, je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente quand vous parlez. Question principale, je reconnais le député de l'Acadie. Madame la Présidente, on s'entend tous pour dire que la CAQ a perdu le contrôle en immigration. On constate maintenant qu'elle est en train d'échapper le ballon en francisation. Après les coupures de services dans les Laurentides, Le Devoir nous apprenait hier que c'est au tour de l'Estrie d'écoper pour la mauvaise gestion caquiste. Sans revirement de situation, le programme de francisation à la commission scolaire Eastern Townships fermera ses portes le 25 novembre. Résultat, 500 étudiants de plus qui n'auront pas accès à la francisation. 500 personnes dont l'intégration est essentielle pour notre société. Ils doivent apprendre le français. 500 personnes que le gouvernement laisse tomber, car ils vont tous retourner sur la liste d'attente. La stratégie de la CAQ en immigration et francisation est simple. Arrangez-vous. Madame la Présidente, est-ce que le ministre de l'Immigration peut revenir sur sa décision et offrir le financement adéquat pour la francisation? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Merci bien, Madame la Présidente. D'abord, on va rappeler un peu les faits entre l'ère du gouvernement du Parti libéral et ce qui se passe avec la Coalition Avenir Québec. Au moment où c'était l'opposition officielle qui était aux affaires, on francisait environ 20 000 personnes par année. Depuis que le leader dit « nous n'avons jamais coupé », il n'y a pas grand-chose à couper, Madame la Présidente. Il francisait environ 20 000 personnes par année. Dans la dernière année, avec Francisation Québec, nous en avons francisé 76 000. Alors, on n'en fait pas assez, bien qu'on en fasse beaucoup plus qu'eux. Ça va être un peu gênant pour mon collègue de se lever, d'autant plus qu'à la dernière année du gouvernement libéral, en 2017, la vérificatrice générale a sorti un rapport accablant qui parlait du chaos à francisation sous le gouvernement libéral. Donc, Madame la Présidente, jamais le Québec n'a autant investi en francisation. Jamais le Québec n'a francisé autant de Québécois à chaque année. Le budget de l'an dernier pour les centres de services scolaires était de 104 millions de dollars. C'est immense, bien plus que sous l'an libéral. Et cette année, il n'y a pas de coupure dans les centres de services scolaires. Première complémentaire. Eh bien, rappelons les faits. Liste d'attente interminable, réduction des services, coupure dans les prestations pour les personnes à temps partiel. Le gouvernement de la CAQ a sorti la tronçonneuse en francisation, alors que les personnes immigrantes doivent maîtriser le français en 6 mois. Le ministre de l'Éducation déclarait « Je ne suis pas patient. Je pense qu'en matière d'apprentissage du français, on ne peut pas être patient. » Peut-il jouer pleinement son rôle du roi de la montagne et remettre la francisation sur les rails? Je vous entends, hein? Je vous entends, je ne veux pas vous nommer les uns après les autres. J'aimerais maintenant entendre le ministre, s'il vous plaît, c'est trop bruyant de tout partout. Là, s'il vous plaît, la réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Écoutez, Madame la Présidente, on va y aller avec des faits. Mon collègue a parlé de l'aménagement qu'on a fait pour la francisation à temps partiel. Ça va nous permettre de franciser 15 000 personnes de plus cette année. Le fait qu'on réalloue des sommes avec les mêmes montants, il n'y a pas de coupure ici, n'en déplaise à mon collègue, on réalloue des sommes pour former 15 000 personnes de plus cette année grâce à la bonne administration. Donc, on en fait plus qu'ils en faisaient, on fait mieux que ce qu'ils faisaient, puis en plus, on s'améliore en cours de route pour réallouer les sommes et être plus efficace avec chaque dollar. Je pense que les Québécois sont bien servis. Deuxième complémentaire. Alors, ils en laissent tomber des milliers. Comment peut-il, d'un côté, avancer que le français au Québec est d'une première importance et d'autre, littéralement, coupé dans l'apprentissage de notre langue officielle?
Cet automne, ce sont des milliers de personnes qui n'auront plus accès à la francisation. Tous sont désemparés. Devant cette incohérence, est-ce que le ministre de la langue française peut convaincre celui de l'immigration de financer adéquatement la francisation? La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente, ce serait bien que mon collègue se décolle de sa feuille pour qu'on puisse dialoguer vraiment. Je répondais à ces deux questions précédentes. On lui a expliqué que ce qu'il disait était totalement inexact. On francise plus qu'on le faisait. Cependant, ne lui en déplaise, la liste d'attente est très longue. Pourquoi? Parce que la demande est extraordinairement élevée à cause du très, 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 très grand nombre que son parti frère nous amène ici sur le territoire québécois, le Parti libéral du Canada. Le collègue là, du Parti libéral du Québec nous envoie beaucoup trop, notamment de demandeurs d'asile et de gens sous le programme de mobilité internationale. Donc, à l'impossible, nul détenu, mais on va franciser plus cette année que l'an passé. En question principale, je reconnais maintenant le député Denis Ligan. Madame la Présidente, ce n'est pas la première fois que je me lève dans cette chambre pour parler de l'alcool au volant. Mais cette fois-ci, c'est le coroner qui me pousse à me lever dans cette chambre. Le coroner a demandé clairement à la SAQ de formuler un avis, et je vais le nommer. C'est réaliser dans les plus brefs délais une analyse respective de la faisabilité d'abaisser le seuil limite d'alcool dans le sang de 80 mg par 100 ml à 50 mg par 100 ml, qui consiste à amender le Code de la sécurité routière en conséquence. J'ai devant moi la réponse que nous avons reçue de la demande d'accès à l'information. Cette demande d'accès, elle est dans le bureau de Madame la ministre pour décision. Ma question, elle est très simple. Est-ce que c'est Madame la ministre qui a demandé cet avis à la SAQ suite à la réception du coroner qu'elle connaît très bien parce qu'il a travaillé dedans? Oui ou non? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, bien, Madame la Présidente, je connais très bien le coroner parce que j'ai travaillé dedans. Peut-être que je reformulerai en disant j'ai travaillé au bureau du coroner, mais les coroners sont tous indépendants dans leurs fonctions, formulent leurs propres recommandations. Je ne sais pas à quel coroner il fait référence, mais Madame la Présidente, effectivement, j'ai travaillé longtemps au bureau du coroner et j'ai travaillé avec plusieurs personnes pour faire avancer, pour travailler, contribuer à plusieurs avancées pour protéger la vie humaine, et j'en suis très fière. Et plusieurs choses ont été faites en matière de conduite avec les facultés affaiblies. Je suis heureuse que le collègue ramène ce sujet-là parce qu'il est très important. On a eu l'occasion d'en parler pendant des heures dans la foulée du dépôt de mon précédent projet de loi 48 qui vient modifier le Code de la sécurité routière, qui vient ajouter et renforcer encore davantage plusieurs mesures en matière de sécurité routière au Québec. Je suis certain que le député Nelligan est aussi fier que moi de l'adoption de ce projet de loi-là en décembre dernier, et on en mesure déjà les retombées sur l'ensemble de notre réseau routier supérieur et municipal. Pour ce qui est de la conduite avec les facultés affaiblies, comme je lui ai expliqué à plusieurs reprises dans le passé, je le maintiens aujourd'hui, on a au Québec un des systèmes les plus costauds en matière de sévérité envers les conduites avec les facultés affaiblies, que ce soit l'alcool ou les drogues. J'aurai l'occasion de compléter dans mes prochaines réponses. Première complémentaire. Je vais répéter ma question. Est-ce que c'est la ministre qui a demandé cet avis à la SAQ? C'est très clair. Et je tiens à rappeler aux collègues, voilà la réponse que nous avons reçue. Le coroner qui demande un avis. Je vais reconnaître le leader du gouvernement. Question de règlement, laquelle? Il me semble, Madame la Présidente, qu'on doit exhiber un tableau didactique. Or, je ne constate pas de tableau, je constate un carré noir. Alors... Eh bien, Monsieur le leader, seuls les tableaux sont permis, comme vous le savez. Je suis debout. Vous ne me répondez pas. Je vous dis que seuls les tableaux didactiques sont permis. Poursuivez, il vous reste 14 secondes. Et c'est de la noirceur, ce n'est pas un tableau, Madame la Présidente. Et c'est un sujet qui est très sérieux. C'est le leader du gouvernement se lève pour me demander, c'est un tableau didactique, qu'il regarde les gens en haut, les familles endeuillées. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. S'il vous plaît. La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Évidemment, salutations et respect aux gens qui
sont possiblement présents ici. Je ne les vois pas parce qu'ils sont derrière moi, mais nos salutations chaleureuses leur sont transmises de la part de toute la partie gouvernementale. Madame la Présidente, je l'ai dit tout à l'heure et je vais extrapoler. On a au Québec une nation qui est extrêmement sévère en matière de conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit la drogue ou l'alcool. Je vais lui donner des exemples qu'il connaît déjà. On a le programme de réhabilitation, d'encadrement le plus encadrant et le plus long pour des gens qui se font attraper avec une conduite sous influence d'alcool ou de drogue. On a aussi des modalités de saisie de véhicules très sévères, l'interdiction, tolérance zéro pour les jeunes conducteurs. Et je vais question principale? En principal? Oui, vous avez raison. Deuxième complémentaire, vous écoutez. C'est pas grave. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent au Parlement. C'est la troisième fois qu'ils viennent. C'est anormal que j'ai une demande sur votre bureau suite à une décision. Cette décision doit être rendue publique. Ça concerne les familles endeuillées. On vous a demandé clairement de faire une étude sur le point 05. Je dois vous rappeler que vous adressez à moi, Monsieur le leader. Vous êtes le leader, vous donnez l'exemple. Le coroner a demandé une étude. L'étude, elle est caviardée. Les familles endeuillées veulent savoir la vérité, toute la vérité. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette étude? La réponse de la ministre. Oui, alors donc, j'y reviens, Madame la Présidente. Ce sera ma dernière réponse, à moins qu'il me pose une autre question. Donc, je le disais, le programme de réhabilitation le plus long, le plus encadrant, des modalités de saisie de véhicules en cas de conduite avec les facultés affaiblies qui sont parmi les plus sévères, l'interdiction d'alcool, tolérance zéro pour les jeunes conducteurs, des modalités plus sévères aussi pour ceux qui font du transport de personnes, conducteurs d'autobus, conducteurs de taxi, des modalités spécifiques pour les conducteurs de véhicules lourds. Et dans le projet de loi 48, on a ajouté en plus des modalités plus sévères pour les nouveaux conducteurs de permis de motocyclette, comme il le sait très bien. Alors, globalement, Madame la Présidente, on est extrêmement sévère en matière de conduite avec les facultés affaiblies parce qu'on est un gouvernement responsable qui aura été très actif en sécurité routière en général. En question principale, je reconnais maintenant Madame la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. On apprend ce matin que les fonctionnaires du ministère de l'Environnement ont subi une pression politique énorme pour éviter un BAP à Northvolt. L'an passé, le gouvernement a rangé nos règles environnementales sur mesure pour Northvolt et à l'époque, les ministres de l'Environnement et de l'Économie nous disaient qu'on n'avait pas le temps pour faire un BAP. Ils nous promettaient même des retombées économiques rapides, des retombées pratiquement garanties. Aujourd'hui, le projet est remis aux calendes grecques. La seule garantie qu'on a là, c'est que ça va très mal chez Northvolt. En fait, Madame la Présidente, là, si Northvolt fait ses valises demain matin, vous savez, ça va être quoi les retombées pour le Québec? Un terrain vague, puis des dettes. Aujourd'hui, ma question, c'est pour la nouvelle ministre de l'Économie. Est-ce qu'elle regrette aujourd'hui la pression politique que son gouvernement a exercée pour éviter un BAP à Northvolt? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, je réitère ce que j'ai avancé tout à l'heure, à savoir que le processus est actuellement judiciarisé. Donc, je vais être prudente dans ma réponse, mais tout de même réitérer que le Québec a agi de manière responsable lorsqu'il a attiré et discuté avec Northvolt pour venir s'intégrer dans la filière batterie, un projet qui va générer de retombées de 16 milliards de dollars pour le Québec, dont 11 milliards issus du secteur privé. Donc, un projet vraiment aux retombées considérables en matière de création d'emplois, en plus de décarboner l'économie et les partenaires économiques également. Donc, du côté environnemental, bien, on a les lois parmi les plus rigoureuses en matière environnementale et Northvolt, tout comme l'ensemble de la filière batterie, sont soumises à ces lois. Mais il faut voir qu'il n'y a pas si longtemps encore, on n'avait pas de cadre réglementaire qui entourait la filière batterie. Il a donc fallu bâtir ce cadre et c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, ce cadre-là s'applique non seulement à Northvolt, mais à l'ensemble des entreprises qui constituent la filière batterie. Et pour ce qui est de Northvolt, bien, ils ont des engagements en matière de protection de l'environnement, notamment de protection du petit blongio et également de création d'un terrain, en fait, qui sera dédié... Première complémentaire. Ce qu'on a appris ce matin, c'est que l'État a déroulé un tapis rouge pour une multinationale qui est sur le bord de la faillite. C'est grave, Madame la Présidente. On a sauté des étapes importantes pour assurer la transparence pour un projet
un projet qui n'a aucune garantie. Donc, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que la ministre peut au moins admettre qu'on aurait dû faire un BAP sur la totalité du projet Northvolt? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, je sursaute quand j'entends qu'il n'y a absolument aucune garantie parce qu'on a passé les dernières semaines à dire et à répéter qu'on avait des garanties, notamment le 240 millions de dollars pour financer l'achat du terrain. Le terrain est en garantie. Un terrain d'un gabarit considérable qui est très recherché. Ensuite, qui a le bon zonage industriel, qui est à proximité d'un poste d'Hydro-Québec, qui est à proximité de la métropole. Bref, un terrain grandement recherché par différents types d'entreprises et c'est ça notre garantie. Et on a également injecté de l'argent dans la maison mère et cet investissement-là, il est convertible en actions. Donc, Madame la Présidente, on a agi de manière très prudente, comme on l'a répété régulièrement. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, là, le manque de transparence de la part de la CAQ sur le dossier Northvolt continue. Là, la CAQ a créé un précédent qui est très grave. Là. On a modifié des règles sur mesure pour une multinationale, pour accélérer un projet qui ne fait que prendre des retards. Là. C'est ça l'enjeu. Là. C'est une grosse, grosse erreur de gouvernance. Est-ce que la ministre peut au moins reconnaître cette erreur? La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Oui, Madame la Présidente. Ensuite, au commentaire de ma collègue, tout le dossier Northvolt s'inscrit dans un contexte, Madame la Présidente, où le Québec, on l'a répété, je le répète encore, présente les règles à peu près les plus sévères en Amérique du Nord en matière environnementale. Puis un projet comme Northvolt va se déployer en différentes étapes. Et pour chacune des étapes, Madame la Présidente, l'entreprise va soumettre des données, l'entreprise va soumettre des analyses, faire des requêtes qui vont être analysées par le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, selon ces règles qui sont les plus sévères en Amérique du Nord, et puis va donner les autorisations selon les mêmes règles auxquelles toutes les entreprises du Québec sont soumises, Madame la Présidente. Merci. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Saint-Anne. Merci, Madame la Présidente. Voilà une autre journée sous le signe de l'austérité caquiste et encore une fois, c'est la langue française qui écope. Quelle surprise! Après nous avoir dit ici même, dans cette chambre, il y a une dizaine de jours, qu'il ne couperait pas dans la francisation, eh bien, quelle surprise! Que fait le nouveau ministre de l'Immigration? Il coupe dans la francisation. Le constat est encore une fois sans appel. Les unes après les autres, les décisions du nouveau ministre vont toutes dans le même sens. Coupure, coupure, coupure. Il coupe l'incitatif de 28 $ par jour pour l'apprentissage du français. Il coupe des centaines de places en francisation à Laval. Et maintenant, en Estrie, il coupe 500 places. Madame la Présidente, si le ministre maintient que la protection de la langue française est encore sa priorité, qu'il le prouve et qu'il réouvre les classes, aura-t-il le courage de ses convictions ou faudra-t-il s'habituer à être déçu? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'Intégration. Merci, Mme la Présidente. Je remercie le collègue du Parti libéral d'avoir prêté ses feuilles à son voisin pour poser une question à peu près semblable, c'est-à-dire alléguer des compressions qui sont des vues de l'esprit. Alors, écoutez, il y a 40 millions de dollars de plus cette année que l'an passé à Francisation Québec. C'est une annonce qui a été faite dans le budget. C'est une annonce aussi qui découle des travaux du groupe d'action pour l'avenir de la langue française, un groupe d'action à 6 ministres, 6 ministères, qui a résulté par plusieurs mesures, 21 mesures, dont une mesure qui était l'ajout de ressources à Francisation Québec. Donc, cette année, on va franciser encore plus qu'on l'a fait l'an passé. Sous la dernière année du gouvernement libéral, on francisait environ 20 000 personnes par année. Au cours de la dernière année, on a francisé 76 000 personnes. C'est du jamais vu. C'est même pas proche de ce qu'aucun autre parti a déjà fait ici. On en est extrêmement fiers. Et pour le reste, écoutez, je vais laisser mon collègue lire la suite de sa question. Première complémentaire pour ce faire, la députée de Sherbrooke. Le ministre peut continuer à parler de vue de l'esprit s'il le souhaite, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Chez nous, le Centre de services de Sherbrooke va avoir 700 000 $ de moins pour offrir des cours de francisation. C'est une coupure. À la commission scolaire Eastern Township, ils sont maintenant financés pour 25 élèves, sauf qu'ils en ont 400. C'est une coupure. Ils vont devoir fermer le programme. À cause des coupures de la CAQ, il y a des centaines de personnes chez nous qui veulent apprendre le français, qui étaient motivées, qui étaient inscrits et qui ne pourront pas. C'est comme ça qu'on protège la langue avec la CAQ?
La réponse du ministre. Madame la Présidente, il y a des différences entre la répartition des sommes d'une année à l'autre. Francisation Québec est une organisation qui est en plein déploiement. Il y a davantage de professeurs qui sont embauchés à Francisation Québec. Pour ce qui est du financement dans le réseau scolaire, dans les centres de services scolaires, je répète, le budget 2023, c'était 104 millions. Le budget 2024, c'est 104 millions. Il peut y avoir une répartition qui est différente. Il peut y avoir aussi des centres de services scolaires qui ont dépensé une très forte partie de leur crédit dans les premiers mois de l'année. Plutôt que de dépenser 1/12 à chaque mois, ils ont peut-être dépensé davantage au début, puis à la fin de l'année, ils n'ont pas le même nombre de cours qu'au début. Tout ça peut arriver. Des répartitions d'un réseau à l'autre. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, j'aime mieux regarder mes feuilles que d'avouer que j'ai la tête dans le sable, comme le fait le ministre. Le ministre ne veut pas entendre raison. Eh bien, moi, j'interpelle la ministre de l'Économie et de l'Énergie, qui, elle, n'aurait jamais avalisé de telles mesures et de telles coupes en francisation. Va-t-elle intervenir auprès de son collègue? Va-t-elle se lever, elle, pour corriger le tir et protéger la langue française? La réponse du ministre de l'Immigration, de l'Intégration et de la francisation. Merci, Madame la Présidente. Il y a beaucoup de ministres qui disent « Moi aussi, je voudrais répondre. Moi aussi, je voudrais répondre. » Écoutez, on est très fiers de ce qu'on a fait en créant le guichet unique. On est très fiers d'avoir une échelle de compétences maintenant qui est comparable, peu importe le réseau, c'est le même niveau de qualité, peu importe les cours qui sont offerts par Francisation Québec. On est très fiers d'avoir multiplié l'offre, d'avoir réparti l'offre, de le faire en entreprise, à temps plein, à temps partiel. Maintenant, n'en déplaise à mon collègue, la demande est immense. On ne peut pas répondre à toutes les demandes tout de suite. La capacité de payer des Québécois n'est pas infinie. Le nombre d'immigrants temporaires à franciser sur le territoire québécois est trop grand. Je lui tends la main pour nous aider à faire entendre raison. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Continuons à creuser, Madame la Présidente, la gestion gouvernementale du dossier Nordvolt. Comment les professionnels de la fonction publique qualifient la gestion par le gouvernement du dossier Nordvolt? Ça vaut la peine de le répéter. J'aime tellement pas le gros aspect politique. J'ai l'impression de marcher sur des œufs. On essaie à tout prix de rendre le projet acceptable alors qu'il ne l'est pas. Ce n'est pas transparent et c'est un peu croche. Il faut tout faire pour que le ministère ne paraisse pas mal. C'est ce qu'a révélé ce matin Radio-Canada, confirmant un peu ce que tout le monde savait déjà. Je ne fais nullement référence à la cause devant les tribunaux. Je demande à la ministre de nous parler de gestion et de planification parce que c'est elle qui en a la responsabilité ministérielle maintenant. Comment se fait-il qu'on écarte de cette manière le BAP et les processus normaux? Est-ce que la ministre peut nous dire aujourd'hui en Chambre qu'elle cautionne cette façon de faire ou elle va nous dire qu'elle aurait fait les choses différemment? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, le gouvernement agit de manière responsable dans le cadre de ces discussions pour entourer la mise en place, l'attraction de ce projet, de la filière batterie. Je le rappelle, un projet qui va créer des impacts de 16 milliards de dollars. Mais comme il a été mentionné déjà tout à l'heure, il n'y avait pas de cadre réglementaire qui existait pour entourer le secteur de la filière batterie au moment où se tenaient ces discussions pour attirer Nordvolt. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'il y a déjà 20 entreprises qui sont actives dans la filière batterie, des entreprises qui sont réparties dans la moitié des régions du Québec. On en est bien fiers. Et par ailleurs, Nordvolt s'est engagé donc à protéger l'environnement de différentes manières. Je mentionnais tout à l'heure en protégeant l'habitat du Petit Blongiot et de manière à instaurer également une mesure de compensation et de protection pour les milieux humides. Nordvolt s'est également engagé à acquérir un terrain qui sera voisin ou encore à moindre proximité du lieu de l'entreprise pour restaurer, conserver ou créer un milieu naturel. Et également, il y a une compensation de 4,7 millions de dollars qui a été versée par Nordvolt pour l'atteinte au milieu humide. Première complémentaire. Bon, on est rendu très loin, là, mais la question, c'est celle de la responsabilité ministérielle. Comment sont gérés les dossiers que la ministre pilote? Elle a été ambiguë, tout le monde en parle dimanche. Là. Elle a dit « Je prends fait et côte pour Nordvolt, mais je pourrais avoir la filière batterie sans Nordvolt. » Alors, je demande la même chose sur le respect des compétences du BAP et des processus normaux. Le prédécesseur de la ministre, lui, il était clair, il dit « J'en veux pas de BAP. » Est-ce que la ministre s'associe à cette approche ou est-ce qu'elle est prête à tenir un BAP? Ministre.
Oui, Madame la Présidente. Bon, c'est la première fois que j'entends que je n'ai pas été claire à l'émission dimanche en entrevue, parce que j'ai entendu plutôt le contraire. Mais en ce qui a trait au BAP, il faut mentionner que Nordvolt sera soumis à un BAP pour ce qui est de la portion de l'usine de recyclage. Ça a été convenu depuis le début. Et donc, c'est une strate de plus, une couche de plus que l'on ajoute à l'application des règles qu'on a élaborées pour la filière batterie, de même que les règles environnementales qui existent déjà et qui sont parmi les plus rigoureuses à l'échelle internationale. Alors voilà, pour ce qui est du BAP, c'est la portion usine de recyclage qui sera soumise. Deuxième complémentaire. On parle d'un BAP pour l'ensemble du projet, pas pour une partie seulement. Puis là, ce que Radio-Canada nous a révélé, c'est un gâchis de planification et de gestion. Le gouvernement a imposé au Québec un projet qu'il a lui-même mal ficelé. Puis là, ce que je comprends des réponses, c'est que la ministre caquiste, elle a l'air de cautionner ça. Elle a l'air de nous dire que ça a été bien fait, qu'elle est d'accord, puis qu'elle va continuer à faire pareil. Alors, je lui offre une nouvelle chance de nous le dire si c'est le cas. Est-ce qu'elle va gérer de manière différente le dossier Nordvolt et demander un BAP? La réponse de la ministre. Oui, alors je réitère qu'on a adopté une approche très prudente. On sait que c'est un secteur qui est en émergence. Tout secteur en émergence est appelé à connaître des soubresauts. Et puis, il y a eu un ralentissement à l'échelle internationale. On en est conscient. On l'avait d'ailleurs prévu qu'il pouvait y avoir ce genre de situation-là. Et c'est pour ça que la mécanique de financement fait en sorte que l'on va décaisser le financement au fur et à mesure de l'application et de l'état d'avancement du projet. Donc là, on a passé seulement la première étape et les étapes subséquentes vont survenir seulement si les conditions, l'ensemble des conditions sont remplies. Alors, c'est une approche très structurée, organisée, et c'est ce qui est mis en place. Merci. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Madame la Présidente. Au lendemain de la Journée nationale Vérité et Réconciliation, je me souviens de l'horreur des pensionnats autochtones. Je me souviens des enfants disparus dans notre système de santé. Je me souviens de Val-d'Or. Je me souviens de Joyce et Chacoan. J'aimerais ça me lever ce matin puis de vous dire que la discrimination envers les premiers peuples, c'est une histoire du passé. Mais en fin de semaine, j'étais assise avec des gens de différentes communautés, différentes nations, différents âges. Ils m'ont pas juste parlé de la discrimination du passé, mais de celles qui vivent maintenant au quotidien. Madame la Présidente, il n'y aura pas de réconciliation sans vérité et il n'y aura pas de vérité sans reconnaissance de la discrimination spécifique vécue par les premiers peuples. Madame la Présidente, est-ce que le ministre va prendre le leadership nécessaire pour faire en sorte que la situation se règle? La réponse du ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à ma collègue pour sa question au lendemain de cette journée fort importante. Il n'y a pas de surprise ici, Madame la Présidente, on a toujours la même vision, c'est-à-dire qu'il y a du racisme, il y a du profilage, il y a de l'intolérance, et on va tout faire pour lutter, parce que ma collègue a raison. Puis je vais rajouter un terme qui manquait, c'est le terme « action ». Il faut agir, Madame la Présidente. Quand on parle de racisme systémique, il y a deux enjeux. Un, pour certains, ça polarise. Et deuxièmement, on ne s'entend pas tous sur la définition. Et à preuve, on a même une commission fédérale qui est allée dire récemment que de célébrer Noël, c'était du racisme systémique. Alors, au lieu d'embarquer dans le débat de sémantique, ce qu'on a décidé de faire, Madame la Présidente, c'est d'agir. Groupe d'action contre le racisme. D'avoir un ministre qui a été nommé, qui fait la lutte au racisme. D'ailleurs, à côté de moi, on était ensemble hier à Misticini, avec plusieurs membres du gouvernement, plusieurs élus, et on était avec les membres de la communauté pour la Journée Vérité et Réconciliation. Et depuis, Madame la Présidente, elle faisait allusion aux pensionnats autochtones, suite à une invitation de la famille. On était avec eux pour l'inhumation d'une jeune fille de 9 ans qui est décédée dans les années 60 lors de son passage dans un pensionnat autochtone, qui avait été enterrée à La Tuque, loin des siens, après 5 minutes de funérailles. Mais grâce à la loi 79 qu'on a faite ensemble ici, je parle d'action, on a pu la ramener dans sa communauté. Puis c'est ça qui parle, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, ce n'est pas une question de débat sémantique, c'est une expérience de vie. Les gens qui sont issus des premiers peuples, des Premières Nations, vous le disent. Nous, ce qu'on vit au quotidien, c'est de la discrimination juste parce qu'on est autochtone. Moi, je ne comprends pas ce gouvernement-là
qui en fait un débat de sémantique, alors que c'est une réalité. La Commission vient en a parlé, le protecteur du citoyen en a parlé, le principe de Joyce. Qu'est-ce que vous attendez? Et je vous rappelle que vous vous adressez à la présidence, Madame la députée. La réponse du ministre. Merci, Mme la présidente. Et c'est justement ce que je disais. On n'en veut pas de débat sémantique, Mme la présidente. On veut agir. Puis Yvon Deschamps le disait, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Alors, les gens peuvent aller sur notre site Web, peuvent aller voir ce qu'on a fait. Ils peuvent aller à Trois-Rivières, ils peuvent aller à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Sept-Îles, à Québec, pour voir les résidences étudiantes qu'on est en train de faire ou qu'on a fait. Ça, c'est des gestes concrets, Mme la présidente. Alors, je comprends ce que ma collègue dit, puis elle a raison qu'il faut faire la lutte au racisme une priorité. On est d'accord de ce côté-ci de la Chambre. Nous, on a décidé d'agir, des actions concrètes. Les gens peuvent le voir. D'ailleurs, présentement, ensemble, on travaille à la sécurisation culturelle dans le monde de la santé. Ça aussi, c'était attendu. On le fait, Mme la présidente, on est en action. Deuxième complémentaire. Agir, là, on peut agir, là, encore une fois, de façon très coloniale. Moi, je sais ce qui est bon pour le peuple autochtone, je vais faire ce qui est nécessaire. C'est pas ça, l'affaire. L'affaire, c'est qu'ils nous disent que eux, au quotidien, ce qu'ils vivent, c'est du racisme et de la discrimination systémique. Je comprends pas pourquoi vous remettez ça en cause. C'est eux qui le vivent, pas nous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Les commissions sont vides. Madame la députée, vous vous adressez à la présidence, je vous en prie. La réponse du ministre. Madame la présidente, on parle de près de 600 appels à l'action. On ne les a pas inventés, Madame la présidente. La commission Vérité et Réconciliation, la commission vient, le groupe d'action contre le racisme, et j'en passe. C'est ce qu'on tente à mettre en application. On prend nos responsabilités comme gouvernement, Madame la présidente, c'est vrai. Il y a une partie qui va aussi à nos prédécesseurs, Madame la présidente. Et ma collègue le sait très bien. Imaginez-vous un instant, vous héritez d'une maison dans un piteux état, vous commencez à faire le ménage, à repeinturer, puis là, l'ancien propriétaire vient voir et il dit « Il titille un peu sa couleur de la peinture ». Madame la présidente, on agit. Moi, de recevoir les commentaires des gens des libéraux qui étaient là à l'époque, parce que de 2001 à 2016, la commission vient étudier les rapports, c'était les libéraux qui étaient là, Madame la présidente. Nous, on agit. Au lieu de s'assiner sur des termes, on agit, puis c'est ce qu'on fait tous les jours. En question principale, je reconnais maintenant Madame la députée de Robert Baldwin. Madame la présidente, en 2021, quand le premier ministre annonce le réseau des espaces bleus, il nous fait rêver. 17 musées, un par région, 260 millions de dollars dès juin 2023. Mais le projet est tellement mal ficelé qu'en mars dernier, le ministre doit y mettre fin, quand il se rend compte que ça coûterait finalement plus de 1 milliard de dollars. 6 semaines après l'enterrement des espaces bleus, le gouvernement annonce un nouveau musée pour ne pas perdre la face et d'argent évidemment déboursé, le Musée national de l'histoire du Québec. Une annonce précipitée, faite sans consultation des experts et qui fait l'objet de nombreuses critiques. Le ministre semble oublier qu'il est déjà responsable d'un musée national ayant pour mission de faire connaître l'histoire et les diverses composantes de notre civilisation. Comment le ministre peut-il nous assurer qu'il ne réservera pas à ce nouveau musée le même sort que les espaces bleus? La réponse du ministre de la Culture et des Communications. Merci, Madame la présidente. D'abord, c'est intéressant de noter que lorsqu'on s'occupe de musées, on les fait grandir. Sous l'époque libérale, il y a eu beaucoup de compression dans les musées. Ça s'est d'ailleurs soldé par des fermetures de musées au Québec. Donc, si j'étais au Parti libéral, je me garderais une gêne. Maintenant, Madame la présidente, ma collègue le sait très bien, on sort de l'étude des consultations particulières au sujet du projet de loi. Il y a énormément de gens qui sont venus nous dire ce qu'ils en pensaient et il y a un consensus. On a besoin de ce musée national d'histoire du Québec pour parler de la nation québécoise. C'est faux de dire qu'actuellement, il y en a déjà un musée qui parle de la nation québécoise, de son histoire. Ça n'existe pas actuellement. Donc, Madame la présidente, on va continuer, on va garder le cap et on va le faire de façon inclusive aussi en soulignant bien sûr le grand apport des Premières Nations et des Inuits au développement, au parcours de la nation québécoise. D'ailleurs, l'étude détaillée commence tantôt. Ça me fera plaisir de continuer à en discuter avec ma collègue. Attention aux propos. Première complémentaire? Pardon? En question principale, je reconnais le député de Néligan. Madame la présidente, l'enjeu, il est très sérieux. Je suis dans l'obligation de me lever une 4e fois. Le coroner Maître Garneau a demandé formellement à la Société de l'assurance automobile du Québec de réaliser dans les plus brefs délais leur analyse respective de la faisabilité d'abaisser le seuil limite d'alcool dans le sang
de 80 mg à 50 mg par 100 ml, qui consiste à amender le Code de la sécurité routière en conséquence. Aujourd'hui, suite à notre demande d'accès à l'information, je n'ai pas de tableau didactile, j'ai des feuilles noires, Madame la Présidente. Ce sont des feuilles noires. Ce sont des feuilles noires que je ne vais pas utiliser, mais je vais le mentionner. Je n'ai pas une réponse. Et les gens qui sont en haut, qui viennent, veulent savoir toute la vérité et rien que la vérité sur les conclusions de cette étude. Vous savez pourquoi? C'est leur combat. Et ils s'adressent maintenant à Madame la ministre. Est-ce qu'elle va dévoiler l'étude? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux collègues de revenir sur la question parce que c'est vrai qu'elle est importante. Et je dirais plus largement que toute la question de la sécurité routière est importante. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé et fait adopter le projet de loi 48, où on a fait énormément de choses pour que la sécurité routière progresse sur tout notre vaste territoire de la Nation du Québec, Madame la Présidente. Comme je le disais en début de travaux dans le projet de loi que je suis en train de faire actuellement, c'est toujours plus facile de rien faire que de faire quelque chose. Ça prend du temps et de l'énergie pour changer les choses au Québec. Et on a eu ce temps, cette énergie, ce courage et cette volonté de faire avancer la sécurité routière avec le projet de loi 48, dont je suis très fière. Pour ce qui est de la conduite avec les facultés affaiblies, je l'ai dit tout à l'heure, on est déjà une nation qui est extrêmement sévère en matière de modalité quand quelqu'un se fait prendre avec la conduite sous influence, de sévérité des conséquences auxquelles cette personne-là s'expose. Mais Madame la Présidente, je suis obligée, pour le bénéfice de tout le monde, de rappeler que quand les libéraux étaient au gouvernement, en 2018, on a un article ici, alcool au volant, le 0.05, suggéré à la justice, rejeté au transport. Qui était ministre des Transports? Le député de Pontiac qui est en face de moi, Madame la Présidente. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.